Il y a urgence à revoir la défense des Alpes, dont Sisteron fait partie. Une mission dont Vauban va s'acquitter avec toute l'intransigeance qui le caractérise. Vauban est un homme qui va vite, qui a une capacité d'observation énorme. Il a beaucoup lu avant d'arriver et il se fait un avis rapide des dispositifs et il se trompe rarement. Vauban souligne dans son rapport la qualité stratégique exceptionnelle du site sur lequel est implantée la citadelle. Un verrou commandant toute la vallée de la Durance et qui peut être défendu par un nombre réduit en hommes. Mais une forteresse qui a selon lui un talon d'Achille. Le gros point faible de la citadelle, c'est en fait les hauteurs environnantes qui dominent la citadelle à l'ouest, depuis lesquelles l'artillerie ennemie peut tirer sur la citadelle. Sur le front ouest, le projet est très important puisqu'on a à la fois la création d'un demi-bastion, la régularisation du fossé, la création d'une demi-lune en avant de la courtine avec son fossé particulier, et puis l'organisation d'un glacis en avant de la demi-lune. Mais ce n'est pas tout. Vauban propose aussi la création de nouveaux ouvrages en dehors de l'enceinte de la citadelle. De petits fortins situés sur les collines environnantes qui dominent légèrement la forteresse. En fortification de montagne, on dit que celui qui tient les hauts tient les bas. Celui qui tient les hauts tient les bas, ça veut dire si vous laissez une colline exposée qui est plus haute que vous à côté de votre fort, vous êtes obligé d'aller mettre un poste avancé dessus parce que sinon l'ennemi s'y mettra pour vous bombarder. Grâce aux fortins et aux modifications du front ouest, toute la zone serait protégée. Mais ce projet est colossal. La demi-lune est un ouvrage qui doit accueillir des canons afin de protéger le premier rempart de la citadelle. Il est donc indispensable qu'elle soit d'une horizontalité parfaite. Mais la pente naturelle est très forte à cet endroit. Cela crée un dénivelé problématique. On devrait déplacer des quantités de terre considérables pour créer un glacis qui rattrape ce dénivelé et protège la demi-lune. C'est toute une colline qu'il faudrait déplacer. Et ce n'est qu'un des problèmes qui va mettre à mal ce projet. Toutes les propositions de Vauban sont restées lettres mortes, mais elles sont restées lettres mortes parce qu'il est passé quand même très vite. Il n'avait pas réalisé la dureté de la roche à déroqueter, qui aurait été des coûts prohibitifs pour créer un fossé d'isolement, qu'il n'avait pas mesuré l'impact de ce qu'il proposait. Au final, de l'ambitieux plan de Vauban, seul ce qui semble n'être qu'un détail va être réalisé. La création d'un nouveau magasin à poudre. Un détail dont Vauban a tout de même fait sa priorité, à dessein. Les poudres étaient jusqu'alors stockées dans une petite pièce située au beau milieu de la citadelle. Une hérésie lorsqu'on sait les dégâts qu'une explosion engendrerait. En fait, il fallait que le magasin à poudre normatif soit à un point de la citadelle où il n'y avait pas de bâtiment de cantonnement de troupes qui aurait été vulnérable en cas d'explosion. C'est pour ça que Vauban a proposé de le placer dans la partie la plus centrale, disons, de l'enceinte nord qui n'était pas bâtie à cet endroit-là. Vauban va concevoir un magasin avec 2 salles voûtées superposées, dont une en sous-sol. Un bâtiment d'apparence extérieure modeste, mais qui va en réalité apporter des réponses techniques ingénieuses à des contraintes tout à fait particulières. On est obligé de concevoir un magasin à poudre qui à la fois permet de conserver les poudres sèches, puisque l'ennemi de la poudre c'est l'humidité, mais également évidemment assurer la sécurité des poudres contre un petit malin qui pourrait y jeter une allumette. Donc il faut à la fois des murs très épais et il faut à la fois de la ventilation, c'est la contradiction. Pour assurer l'aération de manière sécurisée, Vauban prévoit des évents en chicane, dont la forme laisse uniquement passer l'air. Les murs ont une épaisseur de plus de 2,60 m, et les voûtes, beaucoup plus fines, sont construites en briques, de telle sorte qu'en cas d'explosion, le souffle parte à la verticale et non à l'horizontale, afin de limiter les dégâts. Suivant le passage de Vauban en 1692, de nombreux ingénieurs militaires vont proposer durant tout le XVIIIe siècle d'apporter des modifications à la citadelle. Sans cesse repoussé faute de moyens, aucun de ces projets ne verra le jour. La citadelle de Sisteron perd de son importance au XVIIIe siècle parce que en fait, la défense est reportée plus en amont de la vallée de la Durance. À partir du moment où une place se retrouve assez loin de la frontière parce que éventuellement la frontière a bougé, on ne modernise pas des places fortes qui n'ont plus une utilité directe. Une forteresse qui n'est pas réactualisée pour son armement à chaque fois qu'un armement plus performant qui profite d'abord à l'assaillant arrive,
est tout de suite obsolète. C'est ce qu'on appelle le jeu, la lutte du boulet contre la cuirasse, cette relation réciproque entre les moyens de l'attaque toujours plus performants et la réponse architecturale de la défense qui vient toujours avec un temps de latence. Donc la fortification, si elle n'est pas réactualisée, si on ne met pas de l'argent chaque année, est très vite démodée. La citadelle tombe peu à peu dans l'oubli. Et c'est un événement totalement inattendu qui va révéler son utilité. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque en Provence, en provenance de son exil forcé de l'île d'Elbe, qu'il a quitté en secret quelques jours plus tôt. Il cherche à rejoindre Paris pour faire chuter Louis XVIII. Avec lui, sa garde rapprochée d'1 millier d'hommes seulement. Une bien maigre armée pour reconquérir le trône. La volonté de Napoléon, lorsqu'il débarque à Golfe-Juan et qu'il décide de prendre la route des Alpes plutôt que la route de Provence, où il sait que la population lui est hostile, c'est de prendre ses ennemis de vitesse. Il choisit cet itinéraire pour surprendre les royalistes, pour surprendre ceux qui pourraient faire obstacle à son retour. Dans les premiers jours de cet audacieux pari, que Napoléon cherchera à faire appeler le vol de l'aigle, il y a un point particulièrement crucial, c'est Sisteron. Il y a à l'évidence tout à Sisteron pour arrêter Napoléon. Et abattez l'unique pont de pierre sur la Durance, et Napoléon est arrêté. Et sur ces talons, je vous le rappelle, les troupes du général Miolis, qui sont beaucoup plus nombreuses que celles dont dispose Napoléon à ce moment-là. Donc évidemment, Sisteron, la citadelle de Sisteron, avait les moyens de mettre un terme au vol de l'aigle. Napoléon est inquiet. Il envoie Cambronne, son plus fidèle général, en éclaireur. Au milieu de la nuit du 4 mars, Cambronne entre dans Sisteron sans aucune résistance et apprend avec soulagement que la citadelle a été désarmée. Elle laissera passer l'empereur sans combattre. Une décision difficile à comprendre de la part des troupes de l'armée royale. Ces hommes sont souvent des hommes qui ont aimé Napoléon et finalement sont écartelés entre le serment qu'ils viennent de prêter au roi, mais qui finalement est un jeune serment de moins d'1 an, et le poids du souvenir, l'attachement qu'ils ont pu concevoir pour Napoléon depuis, pour certains, plus de 20 ans. Le passage de Napoléon à Sisteron a remis en évidence le caractère stratégique du site. Le contexte historique du XIXe siècle va le rendre encore plus important. La puissance grandissante du royaume de Piémont-Sardaigne, soutenu par l'Empire autrichien, fait peser une menace sur l'ensemble de la frontière des Alpes. Une menace qui va conduire la citadelle à une dernière innovation inattendue. La menace, en fait, a grandi, d'où l'importance renaissante de Sisteron dans les années 1820. Et le point important de la position de Sisteron, c'est le pont sur la Durance. C'est l'interdiction de ce pont qui donne son importance à la citadelle et à la ville.